La musique est-elle politique? En voilà un questionnement dont la réponse paraît pourtant si évident. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'industrie culturelle, y compris la musique, est plus que jamais devenue une industrie capitaliste, ou comme pour le cinéma ou la télévision, le divertissement idiot est devenu roi, on pourrait légitimement en douter. Dieu sait pourtant que la musique a été à beaucoup d'époques et d'endroits un moyen d'expression politique et sociale. Pas seulement un exutoire d'une frustration, d'une colère, mais bien un moteur de lutte. Lutte des classes, comme pour le punk ou un grand pan du rock, lutte raciale, comme le blues, le funk ou le jazz, anticapitaliste, comme la folk de Pete Seeger ou Bob Dylan, ou mêlant un peu de tout ça à la fois, comme peut le faire parfois le rap. La musique est aussi un marqueur d'identité culturelle fort, et la lutte réside dans l'empêchement de sa réappropriation par les classes dominantes, comme pour le blues, à nouveau récupéré par exemple par des petits groupes blancs bourgeois britanniques comme les Stones ou Fleetwood Mac, ou le flamenco, musique gitane récupérée, pour le dire vite, par l'Espagne, est devenue pour beaucoup une musique espagnole. Eloi Fetus, musicien et professeur de philosophie, et Chris Martins, alias Cole Porter, tentent de remettre tout ça à l'endroit. Ils rappellent sous forme de chronique dans leur ouvrage Désaccords, paru aux éditions de l'Atelier, comment les aspirations populaires, les résistances, l'oppression et les rêves d'un jour meilleur se sont tout au long du XXe siècle exprimés par la musique conjuguée avec elle. C'est pour raconter comment cette petite histoire de la musique du XXe siècle s'est articulée avec la grande, que je reçois Eloi Fetus sur le plateau du Média. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Salut Eloi. Oui. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Plaisir. Et bienvenue. Alors, dans ton livre, comme je le disais en introduction, tu as voulu mêler la musique à toutes sortes de choses, la philosophie, les sciences sociales, les luttes. Et tu parcours à travers les courants musicaux nés au XXe siècle l'histoire justement des luttes et des idées. C'est exact. L'idée, c'était de faire un livre qui a pour fil rouge l'émancipation des peuples à travers la musique, et donc la musique populaire en premier lieu, car c'est celle qui m'intéresse plus que toutes les autres, et c'est celle sur lesquelles oui, j'ai travaillé d'ailleurs dans mes études de philosophie et ensuite avec mes étudiants en tant que professeur. Et du coup, à partir de quel moment, parce que c'est pas forcément évident pour ceux qui nous regardent, à quel moment tu as fait le lien comme ça entre la musique et la philosophie ? La musique et la philosophie. En fait, moi, je suis venu à la philosophie par la musique et aussi par hasard, pour avoir le statut social étudiant quand je devais travailler. Et par chance, j'ai pu récupérer des cours et finalement valider une licence puis un master et devenir enseignant. Et en fait, j'ai trouvé cette formule de vulgariser la philosophie par le biais de la musique, parce que c'était ce qui faisait le plus de sens pour moi et ce qui me passionnait avant toute chose, c'était surtout ce qui me passionnait. Donc j'ai travaillé la philosophie et la musique conjointement, et je me suis aperçu que ça parlait à un public plus large de faire de la philosophie via la musique, parce que la musique, généralement, les gens aiment. Et comme je peux parler de pas mal de musique et l'illustrer à la guitare, ça fonctionnait bien dans les conférences ou dans les cours que je donnais aux étudiants ou aux éditeurs de manière générale. Et le biais politique s'est fait... Alors de fait, moi quand je fais de la philosophie, c'est aussi parce que j'estime qu'elle doit être critique. Si la philosophie ne se pose pas de questions, elle ne peut pas être critique, et donc elle n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens, c'est qu'une perspective, c'est la mienne en tout cas. Et je me suis aperçu au fil des chroniques que j'ai rédigées qu'il y avait une grille de lecture politique qui revenait souvent, mais c'était même pas une entreprise consciente au début. Et d'ailleurs, toutes les chroniques ne parlent pas de politique, mais sur 24, il y en a, j'imagine, au moins une vingtaine qui y sont associées d'une manière plus ou moins directe. Le livre se fait un peu sous forme de chronique. Ouais. Il y en a 24, si je dis pas de 24, c'est bêtises. ça, c'est un format court. Si j'ai bien compté. Ouais. Et en gros, la première chronique, c'est tu parles de la trance. Alors la trance dans le sens, pas le style de musique, mais dans le sens transcendance. Ouais, le rapport au sacré. Et le rapport au sacré, que la musique peut avoir au sacré, que d'ailleurs beaucoup d'artistes ont eu dans leur pratique artistique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ce rapport justement que tu as fait entre la musique et la trance ? L'intérêt pour moi, c'était... Alors on sait que la trance, ou en tout cas le rapport au sacré dans la musique, est omniprésent depuis... la musique religieuse. L'art était lui-même religieux presque exclusivement religieux pendant très longtemps, que ce soit Jean-Sébastien Bach ou d'autres. Il y a un lien direct, et d'ailleurs ce sont des musiques qui jouent dans les églises, c'est pas pour rien. La Passion selon Saint Matthieu. Voilà, ça fonctionne pour beaucoup de spiritualité le Te Deum d'ailleurs. de Berlioz, Voilà, pour beaucoup de religions, la musique est justement ce qui crée ce lien, cet appel vers la transcendance, vers le sacré en fait. Et moi je trouvais ça intéressant de développer cette idée,
dans la mesure où même dans les musiques dites laïques, celles qui ne se présentent pas comme religieuses, par exemple le blues, la funk, la techno, il y a quand même ce rapport à la trance qui est omniprésent. Et il ne se fait pas sous la forme d'une spiritualité consacrée, circonscrite. Il se fait d'une manière profane, d'une manière presque laïque, on pourrait le dire. Il se fait presque à l'insu des acteurs eux-mêmes de cette musique, mais les enjeux qui sont investis dans la musique, et c'est d'ailleurs le concept de sécularisation qui nous permet de le comprendre, ils sont d'une certaine manière indexés sur les enjeux sacrés, parce que en tout cas c'est ce que cette grille de lecture de la sécularisation nous permet de comprendre, c'est qu'en fait on investit dans le champ profane des modes de pensée, des structures mentales, on va dire, qui sont issues du domaine religieux. Le blues, quand on écoute un blues, on sent bien que l'âme de la personne est clairement invoquée et qu'il y a une forme d'expiation, il y a une forme de catharsis qui se fait presque. Ouais. Et que ce soit le rapport au blues ou le rapport à la danse, ou même dans les rave parties, il y a quelque chose qui, si on enlève tous les contours qui sont propres à la modernité, on se rend compte que le squelette qui réside à l'intérieur de tout ça, c'est quand même presque d'inspiration sacrée, quoi. Enfin, quand on danse 10 heures de suite, alors on n'est pas obligé de le faire en ayant le sacré présent à l'esprit, mais quand on s'épuise corporellement dans une pratique artistique, musicale, chorégraphique, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la dévotion d'une certaine manière. Ouais. Et même si on prend des idoles plus communément admises, on va dire, comme Elvis Presley ou d'autres, il y a un rapport presque fanatique, religieux. Voilà. Une chronique aussi d'ailleurs. Voilà. Et ne serait-ce que les mots que je viens d'employer, le fan, fanatique, l'idole. L'idole, c'est une idole religieuse à la base. Ouais. Et en fait, on a investi toutes ces nouvelles idoles modernes et profanes d'une espèce de chant sacré. Quand les gens se suicident par dizaines, quand Elvis décède, on voit bien que ça dépasse le seul chant de la musique. Il y a quelque chose de plus. Et quand il y a quelque chose de plus, il n'est pas rare que ça soit quelque chose de l'ordre du sacré. Voilà. Par la trance, tu décris aussi une forme d'émotion très puissante qui serait du coup impulsée par la musique. Mm-hmm. Et je suppose que dans ta démarche, du coup, dois considérer que la musique est un moyen d'éveiller une conscience qu'elle soit de classe, une conscience politique ou religieuse, comme tu disais avant. Est-ce que c'est le point de départ, cette transcendance, donc, c'est un point de départ qui peut mener justement vers la musique comme moteur de lutte, moteur d'identification culturelle, marqueur identitaire, lutte raciale, etc. Ouais, il y a de ça aussi, il y a plein de choses. Moi, ce que je remarque souvent dans les musiques populaires, c'est qu'elles jouent le rôle déjà cathartique, c'est-à-dire d'expier quelque chose, de soulager, d'un exutoire, d'un défouloir parfois. Et si on a besoin d'un exutoire et d'un défouloir, c'est peut-être justement parce que le réel seul ne suffit pas et qu'il faut peut-être penser à le réinventer, alors que ça soit par un rapport au sacré ou par un rapport d'émancipation des luttes collectives ou même d'affirmation d'identité, comme ça peut être le cas dans la musique gitane, dans la musique manouche, dans le rebetiko grec ou dans le tango. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent dans la musique et bien souvent, ça dépasse la seule substance musicale, et c'est la façon dont j'entrevois la musique, en tout cas, elle se situe de cette manière, c'est-à-dire que la musique, c'est un fait, mais qu'est-ce qui se cache derrière la musique, qu'est-ce qui joue surtout derrière la musique, et bien souvent, en tout cas, c'est assez visible dans le livre, il y a un rapport au sacré, il y a un rapport à une insuffisance de ce que le monde nous offre, donc de fait, si on trouve que le réel est insuffisant, ou en tout cas qu'il ne nous satisfait pas, c'est déjà pour moi de la politique. Ouais, mais justement, puisque tu évoques le flamenco, et pas le flamengo, parce que j'ai fourché dans l'introduction. Désolé, flamengo, c'est un club de foot. Ça pourrait être une étymologie probable du flamenco. Sûrement, mais bon, je parlais évidemment du flamenco, la musique. Et effectivement, tu en parles à travers les courants musicaux que tu explores. Mm-hmm. Tu traverses aussi une histoire politique et populaire. Ouais, clairement. Encore une fois, c'était pas conscient au début, et j'imagine même que bien des acteurs de ces musiques ne se disent pas quand ils font du blues, moi je suis en train d'exprimer mon identité noire et je le fais, sans embâge. De la même manière, quand je sais pas, on va prendre le rebetiko, la musique grecque populaire, elle se fait, elle est le fruit de migration, elle est le fruit d'une histoire parfois et souvent douloureuse. Mm-hmm. Et en fait, une musique correspond souvent à une identité, alors qu'elle soit en pointillé, qu'elle soit consciente, qu'elle ou qu'elle ne le soit pas d'ailleurs. Il y a cette chose-là qui se cristallise dans la musique et dans une pratique musicale qui va créer une forme de communauté et du coup une affirmation de quelque chose. Dès lors qu'il y a affirmation de quelque chose, pour moi, c'est un peu comme on dit en anglais le statement, et un statement, c'est par essence politique. Ce que tu relèves quand même très bien, c'est que souvent, ces styles de musique-là, ils
ils finissent quand même toujours plus ou moins par être digérés soit par le capitalisme, soit par une puissance étatique. Par exemple, le flamenco qui maintenant est plus ou moins devenu un petit peu l'étendard de la culture espagnole. Tu parles aussi de la country, très justement, parce qu'aujourd'hui, la country, c'est associé à une musique blanche, conservatrice, voire raciste, alors que la musique country de Hank Williams, par exemple, c'est pas du tout... On est plutôt sur quelque chose de plutôt gauchiste en réalité, si vraiment on veut jouer sur les, sur les métaphores, la métaphore politique. Outlaw, Desperado, quoi. Donc oui, clairement, c'est plus contre le pouvoir. Et qui a été aussi digéré par l'État américain, qui en a fait un étendard de sa culture et qui l'a standardisé à outrance et tout, qui est devenu l'image qu'on lui prête aujourd'hui. Comment tu analyses ça, cette façon dont les États récupèrent, ou une entité politique peut récupérer une contre-culture ou la culture une culture comme ça très populaire au départ pour en faire ce gloubi-boulga c'est la dynamique assez récurrente dans les musiques populaires, c'est-à-dire que souvent ce sont des mouvements de rejet, soit des mouvements artistiques qui précèdent, comme le punk qui rejette la musique des hippies, les solos qui durent 5 minutes, et les grands cheveux en s'opposant à ça avec une énergie, une musique très brève, et une musique qui est presque brutale quoi, dans son expression. C'est un phénomène assez récurrent, donc c'est le cas avec d'une certaine manière le flamenco, c'est le cas avec le jazz aussi. En fait, c'est le phénomène d'institutionnalisation. Donc en gros, c'est une contre-culture qui se fait récupérer par le pouvoir établi, par l'establishment par exemple, et qui devient ensuite presque un argument marketing, voire un argument de tourisme en fait. Si on regarde l'Espagne, c'est assez évident qu'on pense tous à un guitariste espagnol, à une danseuse de flamenco. Quand on parle de l'Espagne, en tout cas, c'est un des clichés qui va vite venir à l'esprit. Et c'est d'autant plus paradoxal quand on sait combien les acteurs de cette musique ont été eux-mêmes rejetés, voire persécutés à bien des endroits dans leur histoire. Ouais, pourtant, quand je sais pas, par exemple, tu as aussi un chapitre sur la prédominance. Enfin, tu évoques en tout cas la prédominance de la musique américaine dans l'imaginaire collectif occidental. Et pourtant, c'est pareil, on a toujours cette musique ultra standardisée qui vient à nos têtes, et pourtant, on en oublierait que dedans, y a des musiciens politisés, voire carrément anticapitalistes, comme Bob Dylan, qui chantent volontiers, par exemple, contre les injustices qu'a subi Hurricane Carter, ou Woody Guthrie, qui dans le même genre a défendu aussi 2 anarchistes américains victimes d'injustice, ou encore Bruce Springsteen qui décrit carrément une Amérique malade. Ouais, c'est un peu le Bob Dylan du New Jersey. Un petit peu, ouais. Bruce Springsteen, oui, c'est clair qu'il y a une espèce d'aspect critique, encore une fois, dans le livre, parce que quand je parle des musiques que j'aime, ça ne m'empêche pas d'être néanmoins critique à leur endroit, et notamment critique vis-à-vis de l'hégémonie de la musique américaine sur les autres musiques. Le seul fait qu'on catégorise des musiques qui ne sont pas issues de la culture américaine, donc mettons une musique qui n'est pas soit du rap, soit de la pop, soit du rock, on va très vite dire que c'est une musique du monde. Et le seul fait qu'on utilise le terme musique du monde... C'est ce terme ultra galvaudé, Voilà, utiliser le terme musique du monde, ce qui veut rien dire en fait, ça montre bien le monopole que les États-Unis possèdent sur la musique d'une certaine manière. Sur l'étiquetage de la musique aussi. Le terme industrie du disque en soi, c'est un oxymore. Et c'est dans ma tête, en tout cas dans la façon dont j'envisage la musique populaire, faire d'un processus industriel quelque chose qui peut converger avec la pratique artistique populaire. Je ne vois pas bien quand est-ce que ça s'est fait. Donc, ça s'est fait, on le sait. La société de consommation s'est emparée de ça et a bien vu l'intérêt qu'elle avait parce que, justement, les jeunes qui sont les plus gros... j'aime pas dire consommateurs, mais vous avez compris l'idée, de musique, c'est un business, en fait, tout simplement. Donc, avec Elvis, on le voit très bien. Mais oui, c'est clair que la musique, elle peut avoir un rôle critique. Et d'ailleurs, Pete Seeger, musicien américain de la folk music, un banjoïste, qui était très engagé dans les luttes sociales, justement. Lui-même, il avait écrit une lettre ouverte en 72, qui est parue ensuite en français dans Rock et Folk à la même époque. Et ça a été traduit, à mon sens, très bien par le titre suivant, « Ne vous laissez pas Coca coloniser ». Ouais, c'est la formule célèbre. Voilà. Donc ça parle du soft power américain et de la façon dont les États-Unis ont en fait colonisé pas seulement des territoires... à bien des reprises dans leur histoire, mais aussi des imaginaires, en fait. Et pour moi, c'est là où on doit récupérer notre souveraineté poétique. C'est un terme que j'emploie dans le livre. La souveraineté poétique, c'est en fait ne pas céder nos imaginaires à des colons, en fait. Et alors, on n'est pas obligé de voir nécessairement les Américains comme des colons, mais quand il y a un monopole comme celui de la musique américaine qui s'exerce sur la totalité... On sent une puissance dominatrice qui impose un imaginaire. On pourrait prendre, par exemple, encore une fois, c'est un peu ma marotte, c'est peut-être le domaine que je connais le mieux, mais le jazz, par exemple.
Les musiciens de jazz sont d'ailleurs eux-mêmes critiques de cette appellation. Pour eux, pour Miles Davis, pour Archie Shepp, pour ces mecs-là, ils expliquent que le jazz, en fait, c'est une appellation de journaliste blanc. Donc en fait, à chaque fois, il y a une domination, il y a toujours le dominant qui va récupérer quelque chose et qui va le nommer à sa manière, l'imaginer à sa manière et qui va le diffuser à sa manière. Créer un créneau, créer une cible, créer du marketing et créer un business, en fait. C'est surtout ça, parce que la musique, quand elle se joue dans la rue ou dans des clubs, elle pense pas... En tout cas, peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui, mais les premiers bluesmen, qui étaient par ailleurs des métayers, notamment des paysans sans terre, quand ils n'étaient pas fraîchement affranchis, ils ne pensaient pas aux ventes de disques, en fait. Ils faisaient juste cette musique parce que leur vie était assez dure comme ça et qu'ils pouvaient libérer quelque chose de leur tristesse ou de leur cafard. Le blues, c'est avoir le cafard. Le Blue Devils, ça veut dire les idées noires, d'une certaine manière, si on traduit en français. Et donc, l'idée... La pratique de la musique, c'est assez récent au final qu'elle se voit à travers l'argent qu'on peut en retirer. Et même la pratique musicale aussi a changé dès lors qu'elle a été enregistrée, en fait. Parce qu'avant, quand vous faisiez un bal, une fête, en fait, vous ne pouvez pas passer une playlist sur une plateforme. Vous passiez, vous appeliez des musiciens, ça leur donnait du boulot, et en fait, ils venaient jouer. Donc, ça change aussi le rapport au monde d'avoir une musique qui est jouée live. Raison aussi pour laquelle, moi, quand je joue dans les rues d'Athènes, j'ai un rapport différent au monde. Et pour moi, c'est pas un engagement politique au sens strict, mais en fait, quand je vais dans la rue et que je joue pour les gens, c'est pour mettre un peu de poésie dans le monde qui en manque cruellement. Et en fait, j'ai un rapport direct à tous les gens. Les gens dans la rue sont tous les mêmes. On parle à des marginaux, on parle à des touristes, on parle à des locaux. Il y a quelques fous errants qui traînent. On voit toutes les populations de chats errants, aussi au sens strict, mais pas que. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est d'aller vers l'autre. Pour moi, le geste politique, c'est d'aller vers l'autre, en fait. Et quand je le fais avec la musique dans la rue, la musique, bien sûr, je fais parce que moi, ça me tient en vie, mais c'est aussi parce que, quelque part, c'est un rapport à l'altérité qui joue, et pour moi, ça, c'est politique, et en plus, on le fait sur le mode on inclut les autres dans sa pratique. Après, les gens passent, la plupart des gens s'en foutent, mais en fait, on arrive à connecter avec des gens, et il y a toujours des histoires très belles qui en résultent. Et même si c'est juste un sourire, en fait, c'est déjà une victoire sur la morosité ambiante. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, justement, ma pratique est, on pourrait dire politique dans ce livre, mais elle est aussi quand je joue dans la rue. Mais justement, puisque on parle tu as évoqué le blues, et l'industrie musicale, l'industrie du disque. Alors bon, à l'époque, on n'était pas encore dans l'industrie du disque telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais par exemple, quand les bluesmen du Delta, comme Muddy Waters, sont montés à Chicago, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un moyen, parce que les artistes ont aussi besoin, malheureusement, ils sont aussi, à leur manière, prisonniers du capitalisme et de l'imaginaire que le capitalisme leur renvoie. Donc, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, monter à Chicago pour électrifier le blues, est-ce que c'est pas aussi rentrer dans un moule, dans une mode, et de peut-être faire du disque et essayer de survivre par un art, tout en essayant de garder une authenticité artistique et culturelle? Alors, je ne sais pas si la question se pose en ces termes dans la trajectoire de Muddy Waters ou de Lynn Wolf ou de quantité de bluesmen qui viennent du Mississippi et qui ont ensuite migré vers le nord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont fait au regard des conditions matérielles d'existence, pour parler avec des termes très marxistes, que ça leur permettait d'avoir. Parce qu'en fait, quand il y a tout un mouvement migratoire des Noirs du Mississippi qui montent vers le nord, et notamment Chicago et Détroit, pour avoir une vie meilleure, c'est aussi parce qu'ils sont moins victimes du racisme. Et en fait, le fait qu'on électrifie les guitares, c'est aussi presque... c'est un peu significatif d'une époque, c'est-à-dire que, en gros, on va à la ville, il y a l'électricité, on fait des concerts dans des rades où les gens sont la plupart du temps ivres, dansent, donc il nous faut aussi des guitares qui puissent avoir assez de volume pour être entendues. Donc, et pour moi, ça aussi, c'est pas... Il est aussi question à certains endroits dans le livre de l'histoire des techniques, parce que l'histoire des techniques, j'en ai parlé tout à l'heure avec la reproduction sous forme de disque de la musique, ça change aussi la teneur du message, et ça peut changer même la musique elle-même, comme on le voit maintenant avec des pratiques artistiques qui sont presque pensées en amont par rapport à l'argent qu'on peut en retirer. Et je ne suis pas en train de cracher dans la soupe aussi, parce que moi-même, quand je joue dans la rue, mon étui il est ouvert, et si les gens y participent, tant mieux, parce qu'il faut aussi que je mange. et à plus forte raison pour ces personnes qui avaient certainement plus de difficultés financières que moi. C'est marrant que on parle de l'industrie du disque, mais justement l'industrie du disque aussi a ses méthodes pour digérer un petit peu la contre-culture. À un moment donné, tu parles du bal musette, et tu en parles justement très bien de cette manière dont certains courants musicaux, par exemple, peuvent être créés, ou des artistes peuvent être créés de toutes pièces par l'industrie musicale
pour justement contrer un petit peu l'émergence d'une musique plus populaire, plus créative, plus subversive. On peut aussi prendre, tu prends l'exemple du bal musette, mais je peux prendre l'exemple des yéyés dans les années 60 aussi, qui était une idée complètement contre-révolutionnaire. On met Johnny Hallyday pour le mettre en face d'autres groupes de rock plus subversifs. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce... Aux États-Unis, il y a aussi Pat Boone. En fait, il y a ce chanteur Pat Boone qui va être un peu l'ersatz de Elvis Presley. C'est pas très gentil pour lui, mais où en gros, il va faire la même chose. Les industries américaines ont compris que le phénomène du rock'n'roll s'installe dans le milieu des années 50. On peut rien faire contre. En revanche, on peut peut-être substituer à des figures subversives, ne serait-ce que par leur posture physique. Je dis pas qu'Elvis Presley équivaut au Che Guevara, mais enfin, ne serait-ce que le rapport au corps d'Elvis Presley dans les années 50 aux États-Unis, c'est déjà subversif. Et en fait, quand on substitue à des... Je me rappelle qu'il a commencé dans les années 50, quand il commence à bouger sur scène comme il le fait, on est encore dans les années 50, dans une Amérique quand même encore très puritaine. Hound Dog, ça plaît pas à tout le monde à ce moment-là. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, on va trouver ce monsieur qui s'appelle Pat Boone, et lui, il va chanter sur la même musique, mais avec un petit peu moins de mojo, et surtout avec des textes beaucoup plus acceptables pour la bonne société américaine. On va trouver à chaque fois des ersatz comme ça pour évacuer le potentiel subversif de certaines icônes de la jeunesse. Et même avant ça, si on regarde, on parlait des bluesmen avant ça, là carrément l'industrie du disque nous montre elle-même qu'elle est raciste comme le pays qui la voit naître, dans la mesure où il y avait les chansons pour les noirs et les chansons pour les blancs. Il y avait les Race Records qui étaient donc une catégorie de disques pour les noirs. Donc on a quand même quelque chose qui relève de la ségrégation en acte, quoi. C'est pas juste des mots, quoi. Alors bien sûr, il y a le Ku Klux Klan, il y a des tas de choses qui sont bien plus folles à cette époque-là, et encore aujourd'hui. Mais il y a aussi dans les bacs le racisme qui se donne à voir. C'est vrai qu'on a une scène musicale aux États-Unis qui est quand même très racialisée. On voit la ségrégation. D'ailleurs, tu parles du jazz, tu parles de la Nouvelle-Orléans, mais l'histoire du jazz, au moins jusqu'au post-bop, c'est une histoire quand même de lutte raciale, de lutte pour les droits civiques, de lutte pour montrer que le peuple noir existe et qu'il doit cesser d'être opprimé. C'est vrai que à côté de ça, tu as aussi, encore une fois, une reprise. Par exemple, tout à l'heure, j'ai cité le morceau Hound Dog, mais en fait, à la postérité, il est pour Elvis Presley, alors que c'est Big Mama Thornton qui l'a fait ce morceau. Et pareil, c'est les Rolling Stones qui ont fait succès avec le blues, alors que Muddy Waters, même en allant à Chicago, financièrement, ça n'a pas toujours été évident. Au moins, ils ont tiré leur nom d'un titre de Muddy Waters, donc il y a une filiation qui est peut-être pas toujours explicite pour tout le monde, mais voilà. Et puis, ils ont paradoxalement, ce sont aussi tous les Anglais, toute la scène du British Boom qui redécouvre le blues, qui fait en sorte que les artistes originels de cette musique, les Muddy Waters et compagnie, puissent à nouveau tourner. Parce qu'en fait, c'est une musique qui était tombée en désuétude aux États-Unis et qui n'était pas populaire au sens où elle séduisait un marché large. Et on a déjà évoqué les raisons pour lesquelles elle ne l'était pas. Parce qu'à l'époque où elle était vraiment populaire et à l'époque où elle se crée, notamment dans les années 30-40, le marché du disque est tellement ségrégationniste que c'est pas possible en fait. Donc c'est aussi tous ces jeux d'aller-retour qui sont intéressants dans la musique, de la même manière que le tango commence à être, je parle sur le tango là, ça m'y fait penser, le tango commence à être acceptable en Argentine quand il est accepté par la bonne société parisienne qui voit les bourgeois argentins faire leur voyage initiatique à Paris, et du coup, par un jeu de domino, Paris ayant un intérêt pour cette musique, ça la rend acceptable pour les Argentins eux-mêmes, pour la bonne société argentine. Et en fait, ça fait que cette musique qui était initialement une musique des bas-fonds devient, parce qu'elle est validée par le cousin européen auprès duquel on développe un fort complexe d'infériorité, elle devient acceptable en Argentine. Donc il y a beaucoup de jeux d'aller-retour comme ça dans l'histoire, et qui sont souvent le fait de l'immigration, plus ou moins heureuse. Mais c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de... En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de ça, la philosophie, elle a pour but, en tout cas à mon sens, d'aller à l'encontre des préjugés. Et quand on regarde sous le tapis de l'histoire de la musique, on se rend compte qu'il y a bien des choses qu'on considère comme évidentes qui ne le sont pas. Et quand on voit un petit peu la jeunesse des styles musicaux, on se dit par exemple que la country, qui est tenue pour être une musique purement blanche, prototype de la musique américaine, on se rend compte qu'elle est constituée de toutes les migrations qui la font naître, ne serait-ce que par les instruments qui sont évoqués,
Et en fait, on se rend compte que... En plus, country, que j'y c'est un tienne mot pas, quoi. galvaudé, parce que dans la country, en fait, il y a le bluegrass, il y a plein de courants Ouais. musicaux Oui, qui ça veut, n'ont... ça veut un peu rien dire. Country, ça veut rien dire, en fait. C'est vraiment... Ça c'est renvoie encore à un c'est le terme imaginaire, quoi. générique qui a été Ouais. inventé à Nashville par les Blancs bourgeois et qui ont voulu faire... Ouais. Il y a- ont voulu faire de cette musique qu'ils ont eu envie d'en faire. Et qui est- Après, la difficulté aussi avec la musique, c'est qu'à un moment donné, pour en parler, on est presque contraint d'avoir recours à des termes génériques comme country, jazz, Ouais, c'est peu ça, importe. c'est un étiquetage de Voilà. la musique qui parfois confine à l'absurde et ça veut Souvent. rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Alors, la question qui est posée dans ton livre, évidemment, c'est la question de la musique populaire. Populaire, évidemment, hein, on comprend deux sens, mais on va y revenir. Ouais, je n'ai pas défini, d'ailleurs, je le fais en préambule dans le livre parce que c'est la moindre des choses. Ouais, mais on va y revenir. Mais tu nous dis à un moment donné, il n'y a pas de raison que la musique populaire nous apprenne moins de choses que Mozart, Bach et Beethoven. Alors là, après tout ce qu'on vient de dire, le paradoxe, c'est que dans ton livre, tu reviens sur des courants musicaux. Hein, donc je cite le jazz, populaire à l'origine, hein, mais qui est aujourd'hui largement capté par la bourgeoisie. On parle que de ça depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe quasiment personne pour dire que le jazz ou même le rock est une musique populaire. Beaucoup de gens disent maintenant aujourd'hui, en tout cas dans les milieux de gauche anti-intellectuelle, on dit régulièrement que c'est de la musique bourgeoise. Ouais. On a quand même l'impression que quoi qu'on fasse, donc ça peut être un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, quoi qu'on fasse, le capitalisme, la bourgeoisie digère, transforme en bourgeoise ou transforme en outil marketing toute contre-culture ou velléité de subversion. C'est un peu le principe même du capitalisme, c'est qu'il va récupérer même les choses qui apparaissent contre lui. Si on pense par exemple à, je sais pas moi, les t-shirts avec le Che Guevara, c'est déjà un non-sens. Ouais. Mais ça va. Ou une musique des Stones qui apparaît dans une pub. Voilà, mais ça va bien plus loin en fait. Et oui, les Stones pour le coup prennent. Désolé pour les fans. Et moi, j'aime moi-même la musique des Stones, mais voilà, il faut de Non, mais qui constater apparaissait que tellement contre-culturel dans les années 60 voilà, ou le au logo début des des années Stones, 70. le logo des Stones, qui est un bon logo, pour moi, il dit plus du marketing et de la multinationale que sont devenus les Stones que Ouais. de leur capacité à choquer. Et d'ailleurs, leur capacité à choquer, elle était elle-même envisagée dès le début comme un argument marketing par leur manager qui, pour le coup, avait juste... après, voilà, le capitalisme étant ce qu'il est, il va créer des rapports marchands là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Quand on voit que maintenant, même les facteurs, quand ils parlent à une petite mamie dans un village où la petite mamie est isolée, ça, c'est aussi sujet à un forfait spécial pour marchandiser, ne serait-ce que un rapport humain de l'un à l'autre. Moi, j'ai pas de solution, malheureusement, face à ça. La seule chose que j'essaie de faire face à ça, mais ça a ses limites aussi, c'est d'opposer au rapport marchand qui est omniprésent la gratuité de la musique dans la rue, d'un rapport humain qui ne va pas chercher au-delà de ça. À mon sens, pour moi, c'est ça, de ne pas refuser le réel, en fait. Parce qu'on vit dans une société où on vous fait arriver, on met le cinéma à portée de clic chez vous, pour que vous ne sortiez pas de chez vous. Vous pouvez commander de la bouffe sur les plateformes pour que ça arrive chez vous. Enfin, vous pouvez tout faire chez vous, et j'ai l'impression que le but ultime de cette société, c'est que les gens sortent plus de chez eux. Et donc, pour moi, il y a aussi une action politique qui est sortir de chez soi, s'approprier l'espace public, S'approprier les biens culturels aussi. Ouais, et en fait, faire ce qu'on a envie de faire dans cet espace public. Alors, je parle pas de folie, hein. Moi, à ma petite échelle, je mets juste de la poésie et de la musique. Mais rien que ça fait déjà bouger les lignes, et ça donne lieu à des rencontres et à des moments qui sont assez uniques, et surtout qui s'inscrivent pas dans un rapport marchand, qui s'inscrivent pas dans quelque chose qui serait de l'ordre de la récupération, en fait. Ouais. Alors, je pense pas que ça puisse être un modèle économique viable. En France, c'est d'autant plus compliqué. Moi, je le fais pas souvent en France, jouer dans la rue, parce que c'est soumis à des labels, à des autorisations. Ouais. Mais pour moi, aller dehors, aller au contact des gens, parler aux gens avec la guitare ou sans, c'est presque ça, en fait, le truc politique qu'il faut faire. Et c'était quand je suis revenu en France pour la promotion de ce livre, justement, et j'ai eu l'occasion de réaliser à quel point se parler dans la rue, ça devient compliqué sans que les gens soient animés par la peur, par la méfiance, par le rejet. Et pour moi, c'est très concret, hein, c'est très terre à terre ce que je dis, j'en conviens. Il y a des références plus philosophiques dans le livre si ça intéresse les gens, mais pour moi, la philosophie, c'est aussi la philosophie en acte, parce que faire des bouquins que personne ne lit, je vois pas ce que ça va changer à la politique. En revanche, aller dans la rue, parler aux gens, créer du lien, pour moi, c'est ça la vraie essence politique de la musique. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai choisi de la pratiquer. Mais à côté de tout ça, comment la musique, parce qu'évidemment... ce qui est très présent dans votre livre, c'est la musique comme
voilà, moyen d'émancipation, moyen de lutte aussi. Ouais. À côté de tout ça, donc, comment la musique populaire d'aujourd'hui, alors là, je parle de musique populaire comprise comme musique largement écoutée, Ouais. musique de masse, donc largement dépolitisée comme elle l'est, largement industrialisée, donc tenue aux mains des capitalistes, donc des majors, donc des grosses maisons de disques, parce que maintenant, c'est aussi ça c'est un petit peu comme c'est un peu comme pour nos médias, il y a des grands industriels qui tiennent un peu tout. C'est souvent la même, Voilà, c'est conclusion. Universal, mais c'est plein d'autres labels qui étaient indépendants avant, qui ont été bouffés par Universal ou Sony. Oligarchiques, quoi. Comment cette musique populaire, donc celle qui est écoutée par le plus grand nombre, comment peut-elle encore véhiculer un message politique subversif ou contre-culturel et surtout le véhiculer au plus grand nombre pour que justement l'imaginaire des gens et l'espoir d'un monde non capitaliste un jour peut-être puisse germer dans nos esprits. Vaste question. Déjà, en dehors de ces schémas-là, de ces réseaux-là, il y a Internet qui a apporté un espoir au début des années 2000 avec MySpace. Mais bon, force est de constater que les groupes qui fonctionnaient le mieux sur MySpace ont souvent été signés. Au final, même les plateformes de streaming auraient pu au départ apporter un espoir, parce que quand on voit par exemple le catalogue Spotify qui est gigantesque pour seulement 9 € par mois, on se dit, attends, c'est bon, voilà, on va pouvoir écouter des trucs un peu plus indés, un peu plus divers aussi, parce que c'est ça qui manque maintenant dans les grands canaux de diffusion, il n'y a peu qu'une diversité. Pourtant, il n'y a rien qui change. Il y en a, mais ça doit venir de la base, et la base, c'est le public, et le goût pour la singularité, le goût pour la curiosité, le goût d'aller voir ailleurs, parce qu'en fait, toutes ces logiques capitalistes, que ce soit dans l'industrie du disque ou autre, en fait, elles prennent pas de risques, elles font ce qui marche déjà et elles le dupliquent. Donc on est dans une ère de l'uniformisation, de la masse en fait, tout simplement. Et moi, j'ai pas de solution à apporter à ça. Je pense juste qu'il faut, si on affirme sa singularité et qu'on fait pas les choses pour plaire, mais parce qu'on doit les faire. En plus, on se rend compte que ça fonctionne parce que pour moi, ce qui vaut pour une musique et pour l'art en général, que ça me plaise ou que ça me plaise pas ce que quelqu'un fait, pour moi ce qui vaut c'est la sincérité et la singularité. Donc en fait, et on se rend compte que c'est ça qui attire les gens, parce que les gens sont pas stupides en fait. Quand ils ont écouté 220 boys band, ils se sont bien rendus compte que c'était tout la même soupe et que bon, il n'y avait pas de vrai intérêt intrinsèque. Et quand même, je pense que les réseaux font émerger des nouvelles formes. Et puis pour ce qui est de la musique la plus populaire actuellement, qui est devenue presque la nouvelle pop, je parle bien sûr de la culture hip-hop, du rap, je pense qu'il y a plein de choses, c'est simplement que c'est pas nécessairement celles qui sont les plus populaires, parce que justement elles ont des choses à dire et que bon, on n'est pas dans une ère qui sollicite la critique, qui sollicite la réflexion, et où on fait le pari, en fait. Au-delà de ça, tous ces grands groupes, moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'ils font le pari que les gens, que les masses sont abrutis et qu'en gros, il faut leur donner de la merde à bouffer et qu'ils vont bouffer. Mais en fait, les gens sont curieux d'autre chose et les gens veulent autre chose, et on s'en rend compte déjà avec la popularité de certains médias indépendants, même quand il y a des contenus intellectuels. Je place le livre. Tu as le droit. Où justement on essaie de faire quelque chose qui ne s'adresse pas aux universitaires. Le livre, justement, j'en ai pas parlé, mais le travail de Cole Porter, le travail sur les textes, le travail sur les collages, on a essayé de faire quelque chose d'attractif, qui ne nécessite pas, beaucoup de temps de lecture. Chaque chronique, elle peut se lire en 5-10 minutes. Il y a des jeux d'aller-retour avec les détournements que les collages font. Donc, c'était une démarche aussi artistique, critique et humoristique d'une certaine manière. Donc, voilà, l'idée, c'est de parler à tout le monde, premièrement, pour moi. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon ami Cole Porter, l'illustrateur. Et de parler à tout le monde et ensuite voir qui s'apprend, qui s'apprend pas. Si ça prend pas, c'est pas grave. Mais si les gens ont déjà l'opportunité d'accéder à quelque chose d'autre, qu'on leur donne et que c'est accessible, après, ils feront leur choix. Mais moi, j'ai fait ce pari-là. Parce que c'est très compliqué quand même de réussir à aller un petit peu ailleurs que ce que les grands canaux de diffusion, ce que les grands groupes industriels de la musique nous proposent. Parce que forcément tout le reste, en fait, déjà les autres styles de musique comme le jazz, comme ça, sont extrêmement nichés. L'indépendant aussi est très niché. Donc en fait c'est très difficile d'aller, même sur internet, d'aller trouver une référence qui peut nous faire rentrer dans un autre univers. Oui, voilà, parce que les algorithmes vont te proposer des trucs. Oui, voilà, que t'as parce déjà qu'il y a les aimés, algorithmes, il y a tout un tas de trucs qui fait que quoi qu'il arrive, on est mis face voilà, l'iceberg immergé, et on n'arrive pas à avoir accès à tout ce qu'il y a en dessous. Non, c'est difficile, mais ça vaut le coup. Moi, je me rends compte aussi dans le monde du livre dans lequel je viens d'émerger. C'est pas évident de se faire remarquer.
Mais ce que je remarque aussi, et ça c'est assez chouette, c'est que quand on se donne du mal pour parler à tout le monde, et pas faire un livre d'universitaire chiant qui parle qu'à 10 universitaires sur des concepts qui parlent pas aux gens, si on se donne du mal d'aller vers les gens, d'ouvrir aussi ce monde-là, parce que moi, ce livre, il est aussi le fruit d'un certain dégoût, entre guillemets, du monde universitaire. Il m'a apporté des choses, mais moi, clairement, quand je voulais parler du blues et des musiques populaires dans mon mémoire de recherche, on m'a fait comprendre que ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, je pense que ça a changé, c'était déjà il y a plus de 15 ans. Mais voilà, pour moi, l'idée, c'était aussi de réhabiliter les musiques populaires, les musiques que les gens écoutent, et pas seulement d'écrire des thèses de philosophie obscure sur l'ontologie heideggerienne à l'œuvre dans la musique de Beethoven, par exemple. Ouais. J'en rajoute volontiers. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un public, et que ce public est d'autant plus... heureux de découvrir des choses quand on se donne le mal de parler à tout le monde, de ne pas être condescendant, de ne pas être dans un truc de niche. Pour donner un exemple, moi je viens d'une famille de paysans et mon père a des amis paysans et je pense à un en particulier qui a une grosse moustache, qui est un paysan de 70 ans qui serait plutôt a priori dans une pensée type droite rurale à l'ancienne, et il a adoré le livre et il en fait la publicité autour de lui. Donc c'est assez intéressant de voir qu'un contenu critique qui est peut-être un peu partisan, mais pas idéologique. Je sais d'où je viens, je sais que j'ai quand même plus d'affinité avec ce qui se passe à gauche de l'échiquier politique. Mais en gros, juste, moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour mettre à disposition des gens des concepts philosophiques qui pouvaient les intéresser et les aider à comprendre le monde. Pour moi, c'est à ça que sert la philosophie. C'est ce que j'ai fait avec ce livre et les retours que j'ai eus, a priori. Et j'aurais plus ou moins réussi dans ma quête. Mais c'est très, très immodeste. Alors justement, puisqu'on parle de musique populaire, j'avais envie de parler un petit peu avec toi d'une des chroniques que tu fais, parce que tu vis en Grèce, et donc tu en as parlé de la musique grecque, et notamment, qui est d'ailleurs marquée au fer rouge par une histoire de l'exil, des Grecs qui ont dû fuir la Turquie après la chute de l'Empire ottoman. Est-ce que tu peux peut-être nous confier un petit peu ce que tu nous racontes dans ce livre ? Pour le coup, c'est assez chouette parce que j'ai pas eu les moyens financiers de vivre, d'infuser autant dans beaucoup de musique. Alors, je suis quand même allé sur la plupart des territoires dont il est question dans cette musique, mais j'ai malheureusement pas une vie devant moi et pas assez d'argent. Donc, il y a beaucoup de recherches. Moi, l'idée, c'est quand même que moi, j'ai dégraissé toute la matière philosophique qui pouvait être un peu rebutante au premier abord pour livrer une synthèse accessible où on va direct aux anecdotes sympas avec les concepts philosophiques qui permettent de comprendre les choses et avec une immersion un peu poétique quand même, parce que j'y tiens. Pour ce qui est du rebetiko, c'est vrai que je vis en Grèce et j'ai rencontré... je connais pas de Français là-bas. Donc, de fait, je traîne avec des latinos qui ont été ma première famille, et avec des Grecs, et ils sont musiciens et ils jouent du rebetiko. Et donc c'est intéressant parce que cette musique qui a maintenant un siècle, elle est toujours pratiquée dans les rues d'Athènes. C'est pas comme c'est pas un événement détaché du réel. C'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs, et c'est en ce sens où j'entends vraiment les musiques populaires, c'est-à-dire qu'elle est dans la rue en fait, tout simplement. C'est pas on va à un concert, c'est pas un événement hors de la vie quotidienne. C'est la musique, elle est dans la rue, elle est dans les tavernes, elle est omniprésente. Et de fait, cette musique, le rebetiko, c'est joué aujourd'hui par mes potes, par exemple. Ils jouent les mêmes chansons que potentiellement leurs arrière-grands-parents pouvaient chanter il y a un siècle. Alors cette musique, au-delà du fait qu'elle est très belle et que c'est bien sûr ça, moi, qui a capté mon attention, c'est une musique qui est justement née de l'exil des Grecs de l'actuelle Turquie, qui ont ramené avec eux, pour le dire très simplement, leurs influences orientales, et qui les ont amenés au port du Pirée, qui est le port d'Athènes, si on peut dire. Il ne faut pas dire ça là-bas, ils me prennent mal. Mais bon, le Pirée et Athènes, c'est quand même le même ensemble, on va dire. Et en fait, ils ont ramené leurs influences orientales, ce qui fait que cette musique a été, comme la plupart des musiques, en fait, et la plupart des belles musiques, le fruit d'un brassage culturel assez important. Et en fait, les Grecs d'Asie mineure, de Turquie, on va dire, ont ramené leur influence musicale avec le tsefteteli, avec des gammes qu'on dirait orientales, pour le dire très vite. Et ils ont mixé ça avec la culture des gens d'Athènes et du Pirée. Et dans des fumeries de hashish, dans un environnement, on pourrait qualifier d'interlope, pauvre en fait, tout simplement. Et en fait, tous ces gens-là ont mélangé leurs influences et ça a donné lieu à cette musique, qui est une musique à la base qui parle surtout de hashish, de prison, de mort violente. Donc voilà, on est sur la trinité des saintes musiques populaires. Grec, quoi. Ouais, c'est aussi souvent qualifié comme ça.
Et l'idée, c'est que cette musique, justement parce qu'elle s'inscrivait dans un contexte assez illicite la plupart du temps, les musiciens qui jouaient du bouzouki, parce que c'est l'instrument roi en Grèce, quand ils croisaient un policier, ils cassaient directement le bouzouki, parce que jouer du bouzouki, c'était un synonyme d'être un trafiquant de drogue. Et en fait, cette musique, elle a été censurée sous les différentes dictatures, parce que justement, elle s'inscrivait pas dans une européanité fantasmée des élites au pouvoir en Grèce, parce qu'eux, ils voulaient s'inscrire dans la modernité, et la modernité, c'était plus leur appartenance à l'Europe que l'appartenance à l'Orient, qui est justement une histoire houleuse avec l'Empire ottoman qui a quand même opprimé la Grèce pendant 4 siècles. Donc clairement, les dictatures voulaient s'inscrire dans une forme de modernité à l'européenne et ont bien sûr réprimé assez gravement cette musique à rebetiko, tant et si bien que il y a beaucoup de musiciens qui ont été emprisonnés. Ensuite, c'était pas beaucoup plus glorieux sous l'occupation nazie, de la dictature des colonels, et donc le rebetiko a mué. C'est ça aussi les liens entre l'histoire et la musique, hein, il y en a beaucoup dans le livre. Le rebetiko a mué en laïko, et en fait, le laïko, c'est un petit peu la même musique, va-t-on dire, que le rebetiko. C'est simplement qu'il a été justement, et on a évacué les contenus les plus subversifs, et on a plus mis l'accent sur des chansons qui parlaient d'amour et des choses qui sont problématiques politiquement pour le pouvoir. Donc clairement, cette musique-là aussi, elle est comment dire, estampillée du sceau de la censure, du sceau de l'histoire, du sceau de la contre-culture. Et ouais, aussi, bien sûr. Et après, en Grèce, il y a des tas de musiques. Il y a une histoire qui se répète, quel que soit le courant musical, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. C'est ça, on essaie de... contre-culture victime d'un état on essaie de dénaturer. Et qui veut absolument s'en saisir pour... en faire quelque chose de plus lisse. Les États ont souvent compris que la musique c'était politique et que du coup si on voulait mettre au pas une population, il fallait mettre au pas sa musique. Platon disait déjà des choses en son temps de cet ordre-là. La musique, nécessairement la musique, ce sont des gens qui se rencontrent, qui vivent ensemble, qui partagent des choses. Quoi de plus politique que ça en fait? Donc forcément, si vous voulez avoir un impact sur ce que les gens pensent, à un moment donné, vous vous en passez aussi par la musique. Pas uniquement, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire que la musique, c'est ce qu'il y a de plus politique, mais en tout cas, il y a des choses, il y en a beaucoup. On a oublié que ça pouvait l'être à ce point. Parce que justement, on vit dans une ère où la musique est la plus populaire au sens la plus diffusée, la plus distribuée. La plus dépolitisée. Voilà, et aussi... Et souvent la plus dépolitisée. Et ça, il y a bien des gens qui le regrettent. Des Américains, j'ai parlé tout à l'heure de Pete Seeger et de la lettre ouverte Ne vous laissez pas Coca-coloniser. Il parlait aussi dans cette lettre du fait que les États-Unis, et en tout cas l'industrie culturelle naissante, était aux mains d'hommes d'affaires, il le dit tel quel dans la lettre de mémoire, si c'est ça, et qui préparaient un blitz culturel avec des postes de communication présents dans tous les foyers du monde pour imposer cette hégémonie. Et en fait, ce qui est très fort avec Pete Seeger, c'est que quand il dit ça, il préfigure et il prévoit tout simplement la société MTV. Et en fait, il parle d'MTV 10 ans avant que ça existe. Il prévoit les années 80-90. Voilà. Quoi. L'ère Reagan. Voilà, le gars est quand même très chaud. Le marché du CD. Il avait vu venir MTV bien avant parce qu'il sentait justement l'espèce de potentiel politique et l'espèce de culture de masse qu'on pouvait infliger aux gens partout dans le monde. Et c'est vrai, quand on va, je sais pas, moi je me rappelle être allé dans un petit village chilien où il y avait vraiment pas grand-chose. Il y avait un drapeau Pepsi, un drapeau Coca-Cola et peut-être un drapeau du Chili. Donc voilà, parce que l'hégémonie culturelle américaine, c'est pas seulement Elvis Presley, c'est aussi tout ce qui va avec. Et ça, il en est question dans la chronique sur le soft power. De mémoire, c'est Liberté, Égalité, Beyoncé. Le soft power est-il une arme de distraction massive? Donc ça dit ce que ça dit, et je vous enjoins à lire la chronique, la critique, j'allais dire, pour en savoir plus à ce sujet. Ça marche, c'est noté. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éloi. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir répondu à ces questions. Et puis, du coup, je vous invite vivement à lire des accords. Quand le peuple réveille la musique. Ah oui, quand le peuple réveille la musique. À dessein. Pardon. C'est pas intuitif, mais c'est à dessein. Et voilà. Quand le peuple réveille la musique. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur le fil 24/7 de notre chaîne YouTube, comme d'habitude, ainsi que sur le canal 350 de la Freebox. Restez connectés aux médias et je vous dis à très vite. Ciao.